Bien, merci Monsieur le Président. Merci à l'Université d'Orléans d'avoir pris l'initiative de ce colloque dont l'intérêt n'échappe à personne. La loi du 8 février 1995 a suffisamment marqué les esprits et la pratique juridictionnelle pour que la célébration de son 20e anniversaire apparaisse en soi comme un moment important. Le colloque organisé par les présidents de juridictions administratives à Montpellier le 5 septembre dernier, en présence du vice-président du Conseil d'État, y consacrait d'ailleurs ses travaux sous le titre évocateur du besoin d'injonction. Mais nous n'aurons garde d'oublier que les anniversaires sont surtout des moments de construction de l'avenir et de renouvellement des idées, ce que sera la réunion d'aujourd'hui, je n'en doute pas. À dire vrai, je n'aurais guère de titre à participer à vos travaux, si ce n'est pour avoir été un praticien des questions d'exécution des décisions juridictionnelles au Conseil d'État entre 1997, c'est bien loin, et 2002. Le président Labetoul s'en souvient, en charge de la cellule d'exécution, puis jusqu'à une date très récente comme membre du comité restreint de la section du rapport et des études dont je parlerai rapidement tout à l'heure. L'intitulé large de la communication qui m'a été confiée, pouvoir d'injonction et exécution des décisions de justice, m'invite à esquisser à partir de cette expérience les questions qui seront tout à l'heure approfondies, bien mieux que je ne pourrai le faire par l'ensemble de vos intervenants. Je traiterai successivement et brièvement de 3 points. L'apport de la loi de 1995 à la panoplie des procédures d'exécution préexistantes, puis la grande variété de procédures que recouvre la notion d'injonction, et enfin les interrogations sur l'efficacité de l'injonction, ainsi que quelques axes de réforme possibles et d'ailleurs envisagés par ailleurs par le Conseil d'État. Alors, sur les apports de la loi de 1995, tout d'abord, la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est, comme son intitulé le suggère, un texte très vaste, pris dans un contexte de grande mutation de la juridiction administrative. On l'a dit tout à l'heure, marqué notamment par l'institution des différentes procédures de référé. Son titre 4 est consacré à l'exécution des décisions juridictionnelles. Techniquement, ce texte renforce sous certains aspects les procédures existantes, notamment l'astreinte, introduit la notion d'injonction et étend à l'ensemble de la juridiction administrative, en tout cas aux tribunaux administratifs et aux cours administratifs d'appel, la compétence en matière d'exécution de la chose jugée. Bien évidemment, ces dispositions ne partaient pas de rien, elles s'inscrivaient dans une évolution historique déjà longue. On est loin tout de même à cette date du scénario du Huron au Palais Royal qui a été cité tout à l'heure et de la boutade fameuse prêtée par le professeur Rivero en 1962 à un conseiller d'État, vous en conviendrez, tout à fait fictif, revendiquant le plus profond mépris pour l'exécution des décisions juridictionnelles. Le requérant, disait-il, un simple comparse du juge. Peu importe donc ce que ferait l'administration dans cette ligne, de l'annulation ou de la condamnation, pourvu que la jurisprudence ait avancé. En réalité, les procédures d'exécution sont bien plus anciennes. Le premier texte a été le décret du 30 juillet 1963 qui crée 2 procédures dites administratives, mais dont il faut parler parce qu'elles sont toujours actuelles. La plus fréquente est l'aide à l'exécution, désormais prévue à l'article R931-2 du Code de justice administrative, qui permet à la partie bénéficiaire d'une décision de justice, après un délai de 3 mois, de signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'État les difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution d'une décision. Ce signalement, si je puis dire, va déboucher, après les diligences de la section, sur une prise de position explicitant les modalités d'exécution, ce qui permet bien évidemment à la partie intéressée de s'en prévaloir auprès de l'administration en charge de l'exécution.
Autre procédure administrative, cette fois à la disposition des administrations, la demande d'éclaircissement mentionnée à l'article R931-1 du Code, qui ouvre à l'autorité publique en charge de tirer les conséquences nécessaires d'une annulation ou d'une condamnation la faculté de demander au Conseil d'État d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. Il s'agit, comme le souligne le président Stirn dans les grands avis du Conseil d'État, d'une forme d'avis assez proche de ce que rendent les formations administratives du Conseil d'État à la demande du gouvernement. Il est vrai que ces deux procédures longtemps administratives ont longtemps été les seuls outils assurant l'exécution. Elles n'ont pas moins, en raison de leur souplesse, rempli une fonction non négligeable et je crois appréciée tant des requérants que des administrations. Elles ont aussi permis à la commission du rapport du Conseil d'État, puis à partir de 1982 à la section du rapport et des études du Conseil d'État, d'ébaucher un corpus jurisprudentiel sur le droit à l'exécution. Mais comme il sera sans doute développé tout à l'heure, le véritable bouleversement a été introduit par la loi du 16 juillet 1980, créant en particulier la procédure d'astreinte. Je n'insisterai pas sur cette procédure que tout le monde connaît et qui permet, en cas de défaut d'exécution constaté après un certain délai, d'infliger à l'autorité publique défaillante une pénalité fixée par jour de retard. L'astreinte est ensuite, s'il y a lieu, liquidée au bénéfice pour partie du demandeur et le plus souvent du budget de l'État, afin de limiter les effets d'aubaine. L'astreinte d'origine a naturellement été conçue dans un objectif de dissuasion, mais elle a eu l'immense mérite de porter la question de l'exécution sur le terrain contentieux, suscitant en cette matière une jurisprudence abondante. La loi du 16 juillet 1980 en ouvrait l'usage aux bénéficiaires de la décision de justice, mais elle permettait au Conseil d'État de la prononcer d'office, ce qui a été fait. Là encore, la section du rapport et des études du Conseil d'État a été appelée à jouer un rôle central et l'est toujours. Les demandes d'astreinte présentées par le Conseil d'État lui sont systématiquement communiquées afin qu'elle procède préalablement, dans le cadre d'une procédure non juridictionnelle, à toutes les diligences qu'elle juge utiles pour assurer l'exécution de la décision en cause. Elle a une illustration du but purement dissuasif que revêt l'astreinte, l'objectif n'étant pas de prononcer des astreintes, mais d'aboutir dans les meilleurs délais à l'exécution de la chose jugée. En pratique, la section du rapport et des études définit d'abord au plan théorique les conséquences à tirer de la décision et s'efforce de mesurer les résistances ou les difficultés souvent réelles qu'il y a à exécuter. Puis elle expose dans une note dite de retour au président de la section du contentieux le contexte de fait et de droit de l'affaire, ainsi que sa propre appréciation sur les suites à donner. Elle est invitée en cela à statuer de façon collégiale au sein d'un comité dit restreint qui est désormais mentionné à l'article R931-6 du Code de justice administrative et qui est composé de 5 conseillers d'État, dont un président de section, de la section du contentieux. Cette organisation a été rénovée et explicitée par le décret du 28 septembre 2012 qui a en particulier prévu que la note retour est jointe au dossier, c'est-à-dire qu'elle est communiquée aux parties. Cette innovation a été finalement peu commentée, mais elle est d'une grande importance parce qu'elle permet aux parties de prendre connaissance en amont des modalités de l'exécution proposée et éventuellement de la discuter. Une méthode similaire est suivie au stade de la liquidation une fois l'astreinte prononcée. L'astreinte sera successivement liquidée jusqu'à exécution totale. Toute procédure d'astreinte se termine normalement par un non-lieu une fois constatée l'inexécution. Après 35 ans d'application, l'astreinte fait partie de la panoplie naturelle du juge administratif. Elle n'avait pas moins à l'époque suscité quelques résistances, et il n'est que de lire les conclusions de notre regretté collègue Jean-Marie Poty pour
sous l'arrêt Meneret, que chacun connaît, du 17 mai 1985, pour comprendre que l'application de cette première astreinte, 5 ans après la promulgation de la loi, n'était pas acquise par avance. Et je note qu'il a fallu attendre une décision du 28 mai 2001 pour que soit prononcée la première astreinte d'office. On notera aussi qu'en même temps que l'astreinte, la loi du 16 juillet 1980 crée une procédure dont on parle moins, mais qui est la procédure dite de paiement forcé, qui figure à l'article L 911-9 du Code de justice administrative, lequel renvoie à la loi du 16 juillet 1980. Cette procédure est destinée à permettre un règlement rapide par voie d'inscription d'office des décisions passées en force de chose jugée, qui condamne l'administration à payer une somme d'argent dont elle fixe le montant. En l'état actuel du droit, c'est une jurisprudence Lothaire, cette procédure exclut le recours à l'astreinte, ce qui, compte tenu des pratiques, ne va pas toujours de soi. Dernier élément d'actualité, vous avez tous vu que l'article L 911-8 du Code de justice administrative qui concerne la liquidation de l'astreinte a été soumise au Conseil constitutionnel sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité qui doit être inscrite à une prochaine audience du Conseil constitutionnel. Alors, la loi de 1995 est intervenue dans une décennie de bouleversement institutionnel de la juridiction administrative qui a été rappelée, création de l'appel, référé, à un moment où il était logique de procéder à une relecture des pratiques en matière d'exécution, ne serait-ce que pour tenir compte du rôle croissant des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et du souci de rapidité manifesté par les référés. Le président Labetoul, qui en était l'un des acteurs essentiels de ces réformes, comme président de la section du contentieux, décrira bien mieux que moi tout à l'heure ce contexte. La principale critique apportée à la loi de 1980 et à l'astreinte concernait les effets a posteriori, le caractère a posteriori de l'astreinte survenant quand une difficulté d'exécution était déjà constatée. Il s'agissait donc de réparer une pathologie. Et l'effet dissuasif n'était pas radical compte tenu du temps procédural et, il faut bien le dire, du faible montant des astreintes. La création de l'injonction par la loi de 1995 ne va pas bouleverser les procédures antérieures, mais les adapter et les inscrire dans un contexte entièrement nouveau. L'utilisation même du mot « injonction » porte en soi une symbolique forte. Elle met fin, comme on l'a dit, au principe si souvent réaffirmé de prohibition de l'injonction, même s'il faut tenir compte du passé rappelé par le professeur Blanco, et même s'il existe un débat théorique sur les fondements de cette prohibition, certains parlant de simple autolimitation du juge. Mais en réalité, le prononcé d'une injonction était déjà en filigrane dans l'astreinte, qui n'est rien d'autre qu'une injonction d'exécuter assortie d'une sanction. En vérité, la procédure d'injonction n'est pas une, mais multiple, et il faut en détailler rapidement les différentes facettes. Parler de l'injonction, c'est en réalité parler de plusieurs procédures. Ce que la loi de 1995 a introduit de plus novateur, évidemment, c'est l'injonction dite a priori, c'est-à-dire concomitante au prononcé de la décision juridictionnelle. Les articles L911-1 et 2, applicables au Conseil d'État comme aux tribunaux administratifs et aux cours administratifs d'appel, autorisent la juridiction saisie de conclusions en ce sens à prescrire à l'administration, selon les cas, de prendre une mesure dans un sens déterminé ou de réexaminer la demande, mais dans tous les cas, le juge fixe un délai dans lequel la nouvelle mesure devra intervenir. L'article L911-3 prévoit en outre que l'injonction peut être assortie d'une astreinte. La question de l'exécution se trouve donc posée dès le stade de la décision initiale, en quelque sorte à titre préventif. On comprend la nouveauté à l'époque de ce régime, d'autant que celui-ci se trouve ouvert pour la première fois aux juridictions du fond.
Si la loi du 8 avril 1995 n'a guère modifié le régime de l'astreinte a posteriori devant le Conseil d'État, elle a en revanche institué au profit des tribunaux et des cours un régime particulier d'injonction a posteriori, qui est d'ailleurs inspiré de celui du Conseil d'État. La voie ouverte par l'article L 911-4 est définie par les articles R 921-5 et 6 qui confient au président de la juridiction un rôle voisin de celui confié à la section du rapport et des études, c'est-à-dire d'accomplir toutes les diligences utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. En pratique, il s'agit le plus souvent, ce sera dit sans doute tout à l'heure, d'une lettre motivée à l'administration définissant les conséquences à tirer de la décision. À défaut d'exécution dans le délai de 6 mois, s'ouvre alors une procédure juridictionnelle qualifiée dans le jargon de basculement contentieux. Et cette procédure juridictionnelle pourra déboucher sur une injonction ou une injonction sous astreinte. Tel étant simplifié l'état du droit initié par la loi du 8 février 1995 et assez peu modifié depuis. Cette apparente stabilité du droit ne doit cependant pas fausser la perspective et les problématiques de l'injonction, cela a été dit, ont beaucoup évolué depuis 1995. On notera tout d'abord que la question de l'exécution est devenue plus prégnante et qu'elle s'est traduite dans des formes qui ont échappé aux procédures traditionnelles. Tout d'abord, le Conseil d'État n'a pas hésité, dans certaines hypothèses, à définir, dans le corps même de sa décision, le détail de l'exécution qu'il en attendait. Les décisions d'Assemblée du contentieux du 29 juin 2001, Vassili-Chiotis et de sous-section réunie titrant du 27 juillet 2001, qui ont déjà été citées, mais qui ont des prolongements, témoignent de la détermination du juge à préciser dans le détail, sous forme d'injonction que l'on a qualifiée de prétorienne, les modalités de l'exécution lorsque des considérations d'intérêt général ou d'espèce y conduisent. L'esprit, sinon la lettre de la loi du 8 février 1995 s'en trouve conforté. Mais surtout, on aura garde d'oublier que la vision même de l'exécution s'est trouvée sensiblement modifiée par l'intervention de la jurisprudence d'Assemblée AC du 11 mai 2004, qui permet désormais au juge, dans des conditions strictes, certes strictement définies, mais qui ont eu tendance à s'assouplir, de moduler dans le temps les effets de l'annulation. Pour autant, l'injonction remplit un rôle majeur dans la pratique quotidienne de la juridiction administrative et il est temps à ce stade de s'interroger sur ce qu'elle a apporté dans l'exercice du pouvoir juridictionnel. On peut à cet égard avancer 4 idées. En premier lieu, et c'est l'évidence, l'injonction a une finalité préventive. Elle favorise la juste exécution. Or, la pratique montre qu'un grand nombre d'exécutions se font soit au rabais, je m'excuse du terme, soit inversement, au-delà même des conséquences nécessaires. Donc souvent trop peu et parfois trop. Ceci nous ramène au contenu de l'injonction. Pour ma part, ayant été amené à enseigner à des fonctionnaires la pratique de l'injonction, j'ai toujours conseillé à l'administration de défendre à des conclusions d'injonction, non pas pour infléchir la position du juge sur les conséquences nécessaires, mais pour donner les éléments, notamment de délai ou de procédure, qui vont lui permettre de prononcer une injonction réaliste, et ce d'autant que l'injonction appartient au plein contentieux et donc s'apprécie à la date de la décision juridictionnelle et non de la décision annulée. En deuxième lieu, l'injonction permet de faire l'économie de contentieux inutiles. L'inexécution au sens large est évidemment source de multiplication des contentieux. L'injonction, surtout lorsqu'elle est prononcée a priori, représente un circuit court appréciable. Régler la question de l'exécution à la source est un gain de temps et évite des risques d'erreur. En tout cas, elle évite les tergiversations de l'administration ou les demandes souvent excessives des bénéficiaires de la décision de justice. En troisième lieu, il est largement admis que l'injonction, en introduisant la question de l'exécution dans la problématique du juge, rétroagit en quelque sorte sur le raisonnement qui conduit ou non à l'annulation.
comme selon l'expression du professeur Broyel, l'a déplacé le fauteuil du juge. Il ne faut sans doute pas exagérer ce point de vue, car le réalisme administratif n'a jamais été étranger au juge, mais l'influence existe, et on le sent bien à l'occasion de certains délibérés. En quatrième lieu, il n'est que de consulter les tables du Lebon pour vérifier que l'astreinte et l'injonction ont permis au Conseil d'État, comme aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, d'élaborer une jurisprudence fournie et diversifiée des conséquences à tirer des décisions. Non certes que cette jurisprudence ait été absente avant 1983 ou 1995. On a cité ici les arrêts Rodière sur les suites à donner aux évictions de fonctionnaires quant à la reconstitution de carrière, en particulier des fonctionnaires évincés, ou la décision de Berle, autre grand arrêt, sur les modalités d'indemnisation d'un fonctionnaire irrégulièrement évincé, qui est extrêmement précis. Une jurisprudence riche existait aussi antérieurement à ces lois en matière de conséquences à tirer des annulations de refus d'autorisation d'urbanisme ou de remembrement rural, par exemple. La règle selon laquelle l'annulation d'un refus d'autorisation n'implique pas que l'administration délivre l'autorisation, mais seulement statue à nouveau en fonction des circonstances de droit et de fait à la date d'édiction de la nouvelle décision, n'est pas nouvelle. En revanche, l'injonction en particulier a créé dans ces domaines une nouvelle densité jurisprudentielle. Le guide de l'exécution, récemment remanié par la section du rapport et des études à l'intention des magistrats administratifs, montre qu'aucune matière n'échappe désormais à l'injonction, qu'il s'agisse par exemple du droit des étrangers, des contraventions de grande voirie, de la préemption ou des contrats pour lesquels les décisions Ofris et Lyonnaise des Eaux de 2011 ont permis, dans le cadre de L 911-2, de définir les conséquences à tirer de l'annulation des actes détachables du contrat, ainsi que les rôles respectifs du juge de l'injonction et du juge du contrat. Il reste pour finir à examiner une dernière question, qui est évidemment la question essentielle, celle de l'efficacité des procédures. Les lois de 1983 et du 8 février 1995 ont-elles atteint leur but? Autrement dit, les procédures d'exécution sont-elles efficaces? Ont-elles permis d'apaiser les interrogations critiques du Huron au Palais Royal? Ont-elles transformé le requérant de comparse en acteur de l'exécution? La réponse était si délicate en raison des faibles données disponibles sur les procédures d'exécution. Lors du colloque de Montpellier, la présidente de la section des rapports et des études relevait que le nombre des procédures d'exécution a posteriori était resté stable, tout au moins en pourcentage des décisions rendues par la juridiction administrative, passant de 1500 à 2345 en 2013, soit 1% de l'ensemble des décisions rendues par la juridiction administrative. Faut-il tirer de ce faible nombre la conviction que les décisions du juge administratif sont bien exécutées et que l'inexécution reste une pathologie mineure, ou bien au contraire en déduire que les procédures sont peu connues ou délicates d'accès? Le chiffre qui impressionne cependant est celui des liquidations d'astreinte qui sont finalement rarissimes. Selon le rapport du Conseil d'État, 26 jugements seulement ont procédé en 2013 à une liquidation d'astreinte, une seule devant le Conseil d'État. Faut-il en conclure à un essoufflement des procédures? Peut-être. Il est cependant vraisemblable que le nombre d'inexécutions radicales, de refus caractérisés de la part d'une administration, reste faible. Les esprits ont évolué, je crois, depuis 20 ans, même si certains cas existent bel et bien. En revanche, les retards d'exécution restent nombreux, il faut bien le dire lucidement, et peut-être même très nombreux pour des raisons de sociologie administrative, de faiblesse des directions en charge du droit, même si ces directions se sont notablement renforcées depuis ces dernières années. Mais ces cas de retard d'exécution, finalement, ne sont pas saisis par les procédures dont nous parlons. À cet égard, la fermeté du juge à l'égard de l'administration, notamment le respect de la règle selon laquelle le réexamen d'office d'une demande à la suite de l'annulation d'un refus s'impose,
ainsi que la rapidité du juge à traiter rapidement des demandes d'exécution. Mais c'est désormais le cas dans la plupart des juridictions. 20 ans après la loi de 1995, il est vraisemblable que ces procédures mériteraient d'être revisitées. Non pas dans leur économie générale, sauf bouleversement, mais dans certaines de leurs modalités particulières. Quelques exemples. Est-il ainsi justifié que les procédures applicables soient aussi différentes pour le Conseil d'État et pour les juridictions du fond? Ces juridictions du fond ne pourraient-elles pas bénéficier de la procédure d'éclaircissement qui est pour l'instant réservée au seul Conseil d'État? L'irrecevabilité de l'astreinte au cas où la procédure de paiement forcé est susceptible d'être mise en jeu est-elle encore pertinente au vu des difficultés de recouvrement des créances contre l'État qui continuent à exister bel et bien et qui génèrent des contentieux importants? Enfin, mais la liste des questions n'est naturellement pas exhaustive, aucun dispositif n'est prévu, ou fort peu, pour les juridictions administratives spécialisées, telles que les juridictions ordinales. Or, ces juridictions ont parfois des questions d'exécution de leur propre décision. Il est vraisemblable que cette question aussi mériterait l'attention. Voici donc, de manière, encore une fois, non exhaustive, quelques-unes des questions qui peuvent être abordées au cours de cette journée. Merci de votre attention. Merci infiniment, Monsieur Bardou, pour ces conclusions finalement en forme d'ouverture pour mettre l'accent sur certaines insuffisances techniques du dispositif actuel. Alors, finalement, dans votre exposé, il y a matière à la fois à se réjouir et peut-être davantage à s'inquiéter. À se réjouir, c'est que d'un point de vue purement quantitatif, la croissance du contentieux que la juridiction administrative a connue, bien sûr, se fait dans un contexte aujourd'hui différent de celui d'il y a 20 ans, avec des contentieux encore plus abondants, mais aussi des contentieux de plus en plus techniques. Je pense bien évidemment aux contentieux économiques, aux contentieux d'environnement, aux contentieux d'urbanisme, etc. Donc finalement, l'inexécution, tout au moins celle que l'on peut quantifier, même si on sent bien qu'évidemment c'est assez difficile, ne semble pas avoir progressé, au contraire. Mais évidemment, les questions d'exécution posent toujours les problèmes des rapports entre l'administration et le juge administratif. Bon, ce couple, bien sûr, plane au-dessus de nos travaux, et je me demande évidemment dans quelle mesure les mutations défavorables qui affectent l'administration, que ce soit l'administration de l'État ou l'administration des collectivités territoriales, le manque de compétences techniques et donc le manque de compétences juridiques de certaines administrations, dans quelle mesure, évidemment, ce phénomène peut être un frein à la bonne exécution et donc à remettre en cause certains des aspects positifs de la loi.